Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo par rapport au travail qu'il y a eu sur l'UX du thème donc SEO Mag. Donc, je suis en présence de Guillaume Mathias. Guillaume a apporté un gros travail sur l'expérience utilisateur. Il faut savoir que l'expérience utilisateur est très importante et Google sort une mise à jour en juin 2021, Google Page Experience, et cela aura de plus en plus d'importance et pour le classement de vos sites. Donc, Guillaume a travaillé sur le thème SEO Presta, le thème PrestaShop que j'avais co-développé avec Guillaume Battier. Et il a également travaillé sur l'UX de ma plateforme samjust.com pour la vente de liens. Voilà. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Donc, bonjour à tous, Guillaume Mathias, je suis expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées au processus décisionnel. Bien évidemment, un site internet va mettre en œuvre toute une mécanique de perception pour pouvoir déclencher soit des envies d'engagement, soit des envies d'achat, soit des envies de tout simplement parcourir les pages. Et ça, pour le coup, moi je l'aborde, mais cette fois-ci à travers le prisme à la fois des neurosciences et des sciences cognitives. Et donc effectivement, j'ai eu le plaisir de collaborer plusieurs fois avec toi et j'ai hâte qu'on puisse présenter notre travail. Ok, ben super. Pour le thème SEO Mag, il y a 4 démos. On va rapidement passer dessus. Lorsque l'on est donc sur les live démos, donc on les a ici dans le menu live démo. On a une première démonstration qui est donc à base de thèmes clairs. Donc on a Peut-être deux bases de fond. Donc Peut-être là tu pourrais ici, nous partager ton écran? ah oui, pardon, je croyais que c'était partagé. Hop, désolé, partage d'écran. Super. Voilà, là ça doit être bon. Hop, on est Donc, tout bon. dans le menu, ici dans Live Démo, nous avons donc la Live Démo 1 qui est à base de thèmes clairs, qui est sur, on va dire, un site de type magazine où on a les actualités présentes sur la page d'accueil. La Live Démo 3, même chose, mais avec un fond à base de noir, sombre. Et après, nous avons deux pages d'accueil construites avec deux builders sur la Live Démo 2 et la Live Démo 4. Donc, sur la Live Démo 1, donc ici, nous avons les dernières actualités. Un titre H1 qui se personnalise pour justement mentionner ce que propose le site, et on a les différentes catégories qui sont présentes sur l'accueil, et on peut sélectionner quelle catégorie doit être affichée ou pas sur la page d'accueil. Alors effectivement, ce qui est important par rapport à cette page-là, déjà, c'est de pouvoir se démarquer, de pouvoir à la fois s'identifier et se démarquer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir retrouver les codes de ce type de site internet, mais avec des facteurs donc d'identification, mais par là même des démarcations, des choses qui sont de votre propre signature. Ici, on est sur d'abord une première chose qui est très importante, qui est la science visuelle. C'est-à-dire que quand les gens vont arriver dessus, il faut qu'ils voient de l'image, parce que c'est l'image qui va permettre de créer des projections, que la personne puisse se projeter dans des contenus. Donc là, pour le coup, avec cet accueil-là, effectivement, on arrive d'entrée de jeu, on a un impact visuel qui est très très fort. La deuxième partie qui est très importante, c'est que lorsque le cerveau arrive sur une nouvelle page, le premier réflexe, ça va être de structurer la page. C'est-à-dire que le cerveau va avoir besoin de se représenter l'espace, comment est régi cet espace-là. Or, il nous faut à la fois quelque chose de très aérien et de très segmenté en termes de blocs. Plus c'est aérien, plus on a une segmentation en blocs, plus le cerveau arrive facilement à se représenter l'espace et donc par là même, plus l'internaute a envie de poursuivre, a envie de naviguer, a envie d'aller explorer. Donc ici, on a vraiment cette structuration et elle est frappante dès qu'on arrive et ça en fait toute l'efficacité de la page. Voilà. Donc là, c'est l'accueil par défaut qui est proposé par le thème, hein, donc qui utilise les fonctionnalités du thème. On ne fonctionne pas avec un builder de page. On a dans Live Demo 3, même chose, mais un univers donc, qui est sombre. Donc il faut savoir qu'on peut personnaliser donc, les différentes couleurs. Donc je peux le montrer, c'est ici que je peux le montrer. Là, on peut sélectionner donc, la couleur principale, donc la base du thème, sombre, clair. La couleur principale, la couleur, non, on peut intégrer un bouton ici, etc. Et on a toutes les différentes polices. Donc, petite parenthèse, on propose les polices système, ainsi que de nombreuses autres polices. Hein. Il y a énormément
polices qui sont proposées, à savoir que les polices systèmes vont utiliser les polices intégrées dans le navigateur. On n'a pas de chargement de police externe, ce qui permet d'améliorer grandement les performances. Et ça également, la mise à jour Google Page Experience en tient également compte. Justement, par rapport aux Euh, polices, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une police d'écriture, en fait, si on a une pluralité de polices comme ça, c'est parce que la police doit être en accord avec le message qu'on veut faire passer. Par exemple, petite astuce, vous avez des polices avec un empattement ou sans empattement. Une police avec empattement va être plutôt utilisée lorsqu'on veut poser des informations stables, officielles, importantes, qui nécessitent une très forte confiance. Alors qu'une police en empattement va nous permettre d'avoir un côté plus aérien, plus léger, plus libre. Et on voit bien ici le jeu qui est fait entre le titre qui doit être posé, et si vous regardez bien, par exemple, si on prend le développement du slow tourisme, ah tiens, il est disparu, mais peu importe, un titre, le je titre remonte. est fait avec une police à empattement justement pour, boum, poser, structurer, donner la base. Ensuite, on a une police qui est sans empassement pour pouvoir libérer le champ de lecture, faciliter la lecture et donc faciliter l'information qui est dedans. Donc, là, d'avoir une grande pluralité de polices dans le thème est effectivement quelque chose de très important. Comme ça, vous allez pouvoir faire coïncider correctement ce qu'exprime la police et le message que vous voulez faire passer. C'est un point très important dans l'engagement. Après, donc ici, lorsqu'on va ici sur Live Démo, on passe d'une démo à l'autre. Dans Modèle, on a les différentes pages. Donc, par exemple, je vais passer sur une page catégorie. Donc ici, on a voulu rappeler donc, la couleur donc, du thème ou une couleur que l'on va personnaliser sur la catégorie pour avoir une couleur qui soit identifiable par catégorie. On a le nom de la catégorie qui apparaît ici sur la page catégorie, mais je laisse la possibilité de renseigner comment dire, un titre H1 qui serait beaucoup plus pertinent et qui permettrait de mieux identifier ce qui est proposé sur la catégorie. Oui, ça c'est super intéressant parce que souvent justement, on a souvent des soucis entre la contrainte du référencement et l'expérience utilisateur, où ça ne matche pas forcément tout le temps. Ce qui est très très fort là dans ce thème, c'est qu'on arrive à répondre à la fois aux contraintes SEO et en même temps, grâce à ce genre de personnalisation, à l'expérience utilisateur. Et ça pour le coup, c'est un vrai plus. Ce que nous avons voulu également mettre en place, c'est que, avoir une page qui puisse bien se positionner en termes comment dire, de sémantique, c'est-à-dire entre le titre H1 qui est présent en haut et également le texte ici qui est optimisé pour les moteurs de recherche. Alors ce texte-là, il est présent en bas sur la page, mais on le propose à Google en Flex CSS en haut, c'est-à-dire il est vu dans le code juste après le H1. Et entre ce titre-là et le texte qui est en bas, plus le titre, comment dire, les titres des différents articles et les résumés, on est capable d'avoir une page qui est suffisamment riche en contenu et qui peut assez bien se référencer sans avoir été trop intrusif, sans avoir voulu trop comment dire, casser le visuel de la page en intégrant trop de contenu. Et c'est souvent le problème, c'est qu'il faut arriver à lier SEO et UX. Et souvent, quand on optimise trop le SEO, on vient dégrader un petit peu le visuel et l'UX. Donc là, voilà, on a des résumés qui sont présents ici, qui sont une police assez petite pour pas ça prenne trop de place. Et on a ce texte-là qui est en bas, qui permet de pouvoir correctement référencer la page sans venir le placer tout en haut et venir polluer visuellement la page. Complètement. En fait, tu fais référence à une chose qui est très importante qu'on appelle la surcharge visuelle. La surcharge visuelle, c'est quand il y a trop d'informations présentes dans un même espace et que le cerveau a du mal déjà, comme je vous le disais, à ces logiques de bloc. Mais en plus, il y a plein d'informations parallèles qui servent généralement pour le SEO. Eh bien, trop d'informations va créer ce qu'on appelle une surcharge cognitive, trop d'informations à percevoir. Ça crée une aversivité et les gens se désengagent assez rapidement. Avec la composition là, qui est mise en place, ici, on n'a pas du tout de surcharge visuelle. Les blocs sont bien précis, facilement identifiables, avec une bonne hiérarchisation de l'information, la priorisation de l'attention qui est bien en place. J'en profite. euh, Ici, si on regarde au niveau de l'image, quand vous mettez des images, c'est toujours les visages qui attirent en premier l'attention. Et c'est flagrant ici. En fonction, quand vous voulez vraiment capter l'attention de quelqu'un, si vous avez plusieurs images, mettez un visage et vous verrez que c'est toujours la première information ou la première chose sur laquelle les yeux de l'internaute viendra se poser. C'était absolument flagrant là sur cette première ligne. Ok, super. Et après, je passe au niveau des articles.
Donc, au niveau des articles, on a différentes mises en page. Donc là, on est sur une mise en page où on a l'image à la une qui est présente tout en haut en pleine largeur, avec le titre et donc la catégorie qui sont présentes dessous. Et après, on verra sur les autres live démos, on a d'autres possibilités avec où on peut venir mettre le titre en surimpression dessus, etc. Et là, voilà, donc on a voulu volontairement limiter la largeur de cette zone-là et la taille du combien de la police. Hein, tu nous avais bien conseillé, alors je ne sais plus combien de mots, de caractères il fallait mettre, mais tu nous avais conseillé là-dessus. Si tu peux revenir là-dessus aussi. Oui, complètement. En fait, ce qu'il faut pour faciliter la lecture, il faut essayer de ne pas dépasser 80 caractères par ligne. On peut monter à une centaine de caractères. Quand je parle de caractères, je compte également les virgules et les espaces. Donc, D'accord. on est à peu près à 80-100 caractères par ligne. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, dans l'interligne, il faut compter 140%. Donc, 140% de la taille de police initiale. Et là, pour le coup, on voit bien qu'on est tout à fait à l'aise pour pouvoir lire Ça reste le texte. agréable à lire, ouais, tout à fait. Exactement. Alors que si on allonge, si on passe la barre des 120, 130, 140 caractères avec un interligne classique, on fatigue très très vite dans la lecture. Donc là, pour le coup, ça le respecte parfaitement. Avec d'ailleurs, dans les saillances, on voit qu'au niveau des titres, la police d'écriture est légèrement plus grande, avec une teinte différente qui contraste bien. Et ça permet encore une fois de plus au cerveau de pouvoir structurer le bloc de lecture. Et donc, ça fluidifie bien évidemment l'expérience. On a également les pages étiquettes. Moi, je reviens dessus. Bon, on est très proche du modèle du modèle des catégories. Mais le but, voilà, c'est de pouvoir correctement référencer une page étiquette. On a repris le même principe où on a le bloc texte qui est en bas et le H1 qui est personnalisable. Voilà, bon, là, je passe rapidement sur celle-ci. On va plutôt aller maintenant sur. Je vais quand même passer par la live démo 2, qui est celle à base donc, de Gutenberg. On est sur un blog, donc on n'a pas d'e-commerce, mais j'ai voulu mettre en place une page construite avec l'éditeur de blog Gutenberg. Donc, Gutenberg, c'est l'éditeur qui est natif à WordPress, qui va prendre de plus en plus de place. Et voilà un exemple de page qui a été construite avec Gutenberg. Sachant que là, voilà, on propose un shortcode qui nous permet d'intégrer donc les derniers articles ou des articles spécifiques ou également des produits dans les pages Gutenberg. Ce qu'on a voulu, c'est conserver l'identité visuelle parce qu'il faut savoir que tous les builders de pages vont vous proposer d'intégrer donc les derniers articles, mais avec la présentation que eux proposent. Donc nous, on a voulu conserver vraiment la même présentation que l'on a. Et ici, on voit bien que l'on a différentes catégories. Et ces catégories-là ont chacune une couleur différente. Entreprendre est en violet, e-commerce est en vert, marketing en bleu. Donc, on a toutes ces couleurs-là qui sont reprises sur, je vais aller sur le blog, page Oui, d'actualité. ces codes couleurs facilitent encore une fois de plus la catégorisation faite par le cerveau. C'est pas pour rien que le cerveau est une pure création la couleur, pardon, est une pure création de notre cerveau. Donc, n'ayons pas peur de les utiliser. Au contraire, ça lui facilite la tâche. Donc là, on voit ici, donc là, la page actualité n'a pas été mise sur la page d'accueil comme sur les deux premières démos. Et donc ici, on est sur une page interne, la page actualité, et on a donc e-commerce qui est en vert, on a donc le titre qui est en vert, qui est assez grand, assez bien visible, et les étiquettes qui reprennent la même couleur. Et pareil, donc entreprendre en violet, marketing en bleu, référencement orange, etc. Donc on a voulu à chaque couleur, chaque catégorie possède sa propre couleur. Complètement. Je Ça vais- permet aussi de créer des habitudes et des réflexes dans la navigation des internautes. Et puis, tu parlais effectivement que Builder, d'habitude, impose sa forme. Là, ce qui est très bien, c'est qu'on garde une cohérence. Et la cohérence est absolument essentielle. Ça évite de devoir au cerveau à remapper une nouvelle cohérence, une nouvelle compréhension, une nouvelle structure. Donc, conserver la cohérence est vraiment essentiel. Ici, on passe donc sur la live démo qui est la plus intéressante, qui est la plus complète. On est donc sur une boutique donc à base de WooCommerce. Et voilà, donc là, on a construit la page avec le builder Elementor. Donc Elementor, c'est le builder de page qui est le plus connu et le plus utilisé. J'ai utilisé un modèle de page qui était prédéfini dans Elementor et que j'ai légèrement personnalisé. Donc ce modèle de page-là, je vous le propose. Vous pouvez le télécharger sur la documentation du thème. Donc ici, j'ai mis une image en en-tête. Alors, je suis contre les sliders, les carousels d'images. Donc, tu vas me dire ce que tu en penses. Mais les sliders font passer beaucoup d'informations rapidement. On se rend compte qu'il y a très peu
que c'est très peu cliqué quand on utilise un outil de zone chaude. On voit que les sliders ne sont pas forcément beaucoup cliqués et que surtout, ça vient un petit peu plomber les performances du site. Ton avis là-dessus par rapport aux bannières fixes ou aux sliders d'image sur un e-commerce? Alors là, en l'occurrence, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer une immersion directe, totale, dans le thème, c'est-à-dire dans l'ambiance du site internet. L'univers. Euh, c'est ça, on va plonger dans l'univers d'un coup sec. Donc, on a une très grande image qui vient effectivement permettre de poser toute l'atmosphère, de poser l'univers. Si tu changes d'image, tu changes d'univers. Ou alors, tu vas créer des nuances de l'univers. Encore une fois de plus, c'est relativement complexe à traiter pour le cerveau parce qu'il va être obligé de faire des synthèses, d'analyser à chaque fois, de faire des synthèses. Donc, vaut mieux effectivement, là, dans ce cadre-là, que ça soit une image fixe. Ok. Donc là, sur la page d'accueil, de suite, il faut mettre donc directement le titre H1 explicite. On ne met pas bienvenue sur ma boutique. Il faut rapidement, entre le titre H1 et ce qui est présent dans le menu, on doit rapidement comprendre, et le logo bien sûr, ou la baseline, on doit de suite comprendre sur quelle typologie de site on est, qu'est-ce qui va être proposé sur le site, sans devoir y passer trop de temps à passer de page en page ou à descendre sur la page d'accueil. C'est ça. Juste un petit point de vigilance. Ce qui est très important, c'est que le texte qui est sur l'image contraste avec l'image. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne bien. On a des bons niveaux de contraste. D'ailleurs, l'image, en termes de luminosité, a été travaillée pour que le texte Oui, puisse tout à fait. Il y ressortir a un en... filtre Voilà, dessus. Ouais. exactement. Pour que, du coup, le texte puisse ressortir en contraste. Si jamais on ne fait pas ça, texte et image, le cerveau va avoir du mal à les différencier. Il va être obligé de fournir des efforts. Et donc, du coup, on perd en Tout à fait. séance Ouais. attentionnelle. Donc, c'est J'essaie très toujours important de d'avoir travailler ça. ouais, une couleur de police et un contraste derrière qui fasse qu'on ne soit pas obligé de plisser les yeux pour arriver à voir ce qui est marqué. Ouais. Exactement. On retrouve ici donc le shortcode qu'on vient intégrer également. On l'a vu dans Gutenberg, mais on le voit également dans Elementor. Le shortcode qui permet d'intégrer assez facilement donc, du coup, les derniers produits avec un petit carrousel. Ici, on peut faire défiler le nombre de produits que l'on veut. On a ici différents blocs Elementor. Un bloc texte pour intégrer du contenu sur la page d'accueil, c'est important, hein, même si ce n'est pas forcément très esthétique. En termes de ranking, pour vous positionner, c'est important. Là, on a un bloc avec une vidéo qui peut démarrer comme ça en plein écran, proposé par Gutenberg. Hein. C'est vraiment indépendant du thème. Différentes marques. Les derniers articles, même chose que les produits. Les derniers articles, on peut proposer également. On peut choisir une catégorie ou pas. On peut choisir quels articles on veut afficher. Pareil pour les produits. Voilà. Donc là, rapide aperçu donc de la page d'accueil qui a été construite donc, du coup, avec Elementor et qui est indépendante du thème. C'est vraiment important de savoir que cette page-là, c'est la page d'accueil construite avec un builder de page. Toutes les autres pages que l'on va voir sont construites via le thème. Il n'y a pas forcément de builder. Et il faut savoir qu'un builder de page vient alourdir donc, les performances de votre site. Et ça, Google en tient compte. Hein. La prochaine mise à jour de Google va en tenir compte. On doit vraiment optimiser le poids des pages et rapidement construire les pages. Les builders de pages, ce n'est pas forcément ce que vous pouvez offrir de mieux en termes de référencement à votre site. Tu as fait On à un va moment aller donné, direct dans la partie. quand tu es passé là, sur les pages, on voyait bien des contrastes de fond très forts, très marqués. On le retrouve encore ici, là, avec ces deux teintes, et en fonction des blocs, avoir des couleurs de fond segmentant. C'est très intéressant d'avoir ça. Encore une fois de plus, ça facilite la compréhension du cerveau et la segmentation C'est ce que des tu nous blocs. avais fait faire sur la fiche produit. Sur la fiche produit, on le voit vraiment bien. Tout à fait. Sur la page d'accueil, je l'ai fait volontairement avec Gutenberg où j'ai mis à chaque fois une couleur différente derrière un bloc pour segmenter chaque bloc et voir bien qu'on passe d'une section à une autre. Là, on est sur la page catégorie. Donc, on a les sous-catégories, on peut les intégrer directement en haut dans le menu ou on peut afficher ou pas les sous-catégories ici. C'est une option, hein, ça peut se masquer ou pas. Ici, on retrouve la même disposition pour les produits par rapport donc, aux articles. Donc, avec ce que tu nous avais recommandé, hein, où on voit justement le bloc blanc où on a le titre, le prix et le texte qui vient se superposer sur l'image. Ça, c'est une recommandation que tu nous avais faite parce que nous, on l'avait positionné dessous, ce n'était pas forcément très esthétique. Et à savoir qu'on a des personnes qui nous ont fait la remarque que ça prenait trop de place sur la photo. Donc, dans le thème, on a une option pour légèrement le décaler. Donc, on le voit, il mord légèrement sur la photo, mais il ne vient pas il n'est pas omniprésent, il ne vient pas masquer une partie de la photo. Voilà. Complètement. Complètement. En fait, c'est une logique en plan. C'est une logique de plan et en fait, c'est la découpe dans la photo qui définit le cadre. C'est pour ça que c'est important que ça vienne légèrement. Alors après,
on le dose un peu comme on veut. C'est vrai qu'il faut vraiment laisser une place sur le visuel. Après, c'est un petit peu les appétences de chaque internaute. Mais il faut effectivement que ce carré vienne rogner un peu sur la photo. Ça évite de devoir dessiner un trait qui alourdit et en même temps de créer un bloc, une structure d'information sur un champ visuel. Et ça marche très très bien. Et sachant que l'on a ici, on a une seule zone cliquable. Donc ça, c'est une contrainte SEO, c'est-à-dire il faut éviter d'avoir plusieurs liens identiques entre deux mêmes pages. Donc là, je suis sur la page catégorie. Si j'ai un lien sur l'image, un deuxième lien sur le titre et un troisième lien, par exemple, sur le texte ou sur découvrir, etc., ben, je vais diviser la popularité, le transfert de jus, la popularité qui est transmise entre les deux pages. Donc, il faut vraiment avoir un seul lien entre chaque page. Donc là, ça a été volontaire, où on n'a pas le bouton ajouter au panier, on n'a pas, plusieurs zones, on a une seule zone cliquable pour que justement que l'internaute, ben, hop, voilà, il est sur la page catégorie, peu importe où il va cliquer sur le visuel, on aura un seul lien vers la fiche produit. Et en UI UX, c'est top. Parce qu'il y a rien de plus chiant quand tu as des zones cliquables qui sont vraiment très restreintes et qu'il faut arriver pile poil dessus. Ça arrive très régulièrement lorsqu'on fait des analyses de clics de voir que les gens ont cliqué juste à côté, ils ont dû s'y reprendre pour Ah, recliquer. tout à fait. Alors que là, pour le coup, tu as un champ large et c'est difficile de le manquer, là, pour le coup. Ouais. Donc, ça facilite les choses. Comme pour les catégories du blog, on a un texte qui est présent en bas. On a également un texte qui est présent au-dessus. Donc là, on a mis un petit lien en savoir plus pour le déplier, pour pas non plus être trop intrusif, mais le texte est quand même présent là. Donc là, il faut rapidement décrire ce que l'on propose. Alors que le texte qui est dessous, ici, il est plutôt orienté vers une requête. C'est-à-dire ce que je vais cibler ici dans ma requête ici, dans le titre H1, même chose, titre H1 personnalisable et nom de la catégorie dans WordPress, on essaie de venir se positionner sur une requête. Et c'est ce qui a été fait également sur les étiquettes. Les étiquettes, on peut les croiser donc, par rapport aux catégories produits. Et là, par exemple, on pourrait cibler des produits qui sont 100% made in France. Donc là, j'ai l'étiquette made in France. J'ai donc mon H1 qui est personnalisé donc ici. Et entre le texte qui est présent ici, la sémantique présente sur les produits et le texte qui est présent dessous, je peux avoir donc une page qui va très bien se référencer sur une gamme de produits made in France, par exemple pour hommes, pour femmes, pour enfants, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser des étiquettes par rapport à ça. Et les étiquettes reprennent le même design que les catégories. Il faut juste Et faire bien maintenant, on va revenir attention sur de la fiche rester dans produit. le même champ lexical dans les textes. Donc, rester dans le même champ lexical, le même type de mots, les mêmes types de compositions de phrases entre les étiquettes et les textes. Sinon, on crée des ruptures, on appelle ça des ruptures de cohérence, et on n'a pas l'impression que c'est la même entité qui communique. Tout à fait, Donc, c'est ça. Tout à fait, ouais. voilà, bien On lisser travaille la même le... sémantique sur toute la page. C'est Exactement. assez important. Là, on est sur la fiche produit qu'on a pas mal travaillé. Tu nous as beaucoup aidé aussi là-dessus. Dans la fiche produit qui est assez légère, assez épurée, où on a, bon, là ici, donc, les photos qui sont présentes ici. On va passer d'une photo à une autre. On a donc le nom du produit, le résumé qui est présent en haut, ici les différentes options, donc différentes déclinaisons du produit, le bouton ajouter au panier. Ici, on a la référence, les catégories associées, les étiquettes qui peuvent être masquées ou obfusquées si on ne veut pas les voir. Et on voit que là, on passe sur un bloc différent, ce qu'on a dit, un bloc différent avec une couleur différente pour séparer justement la description. Je n'ai pas voulu opter pour dans toutes les boutiques, sur toutes les boutiques WooCommerce, on a automatiquement 3 onglets qui sont présents en haut. On a description, on a les informations et les avis, et même les produits associés. Clairement, moi, j'aime pas du tout passer d'un onglet à l'autre. J'aime bien avoir toutes les informations sur une seule page. C'est beaucoup plus agréable. Et là, tu nous avais fait travailler même chose. Au début, cette zone-là était beaucoup plus large au niveau de la largeur de texte et tu nous l'as fait réduire. Donc là, c'est une option qui est dans le thème où on peut être en pleine largeur si on veut, où on peut le réduire, où on peut aussi utiliser un builder de page tel que Elementor pour avoir des éléments beaucoup plus larges et qui vont se continuer sur les côtés. Je te conseille très 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 vivement de prendre toute la largeur. On décroche. C'est extrêmement dur de lire une ligne ou un texte sur un écran qui prend toute la largeur. Vaut mieux effectivement essayer de shorter, garder cette règle à peu près en tête. 80 c'est le top caractère, monter à 100, 120 c'est pas très grave. Mais voilà, essayez de rester un maximum là-dedans, sinon après c'est l'enfer à lire.
On a donc là, on voit qu'on passe, voilà, chaque bloc d'information a une couleur de fond différent. Là, on était sur la description. On a ici donc les caractéristiques, hein, des produits, les avis également, toujours avec ces jeux de couleurs. Et on a donc dans la même catégorie donc les produits qui sont associés. Voilà. On a toujours la réassurance. On a proposé un bloc de widget qui se rajoute donc à WooCommerce et qui reste présent sur toutes les pages. Donc, sur n'importe quelle page sur laquelle vous êtes, vous aurez toujours ces deux rangées de widgets, celle-ci associée à WooCommerce, où vous pouvez mettre de la réassurance client, et les widgets qui sont présents dessous, vous pouvez mettre les coordonnées, les pages d'information, mon compte, et pourquoi pas des produits qui seraient en avant. Voilà. Les éléments de Donc, la rassurance sont fiche produit, essentiels. ouais. Les éléments de rassurance sont absolument essentiels parce que s'il y a bien quelque chose qui est difficile à gérer pour un internaute, c'est le sentiment d'incertitude. Le sentiment d'incertitude, c'est au-delà de ce qu'on me présente, qu'est-ce qu'il y a autour? Est-ce qu'il y a vraiment une structure? Est-ce que je peux vraiment les contacter? Est-ce qu'il y a vraiment un service de livraison? Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà, il faut que ça soit présent pour, même s'ils sont passés très vite dessus, le cerveau a enregistré que ça existe et ça fait tomber des facteurs d'incertitude. Et moins il y a d'incertitude, plus il y a d'engagement. OK. Également, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais on a aussi donc le menu qui reste toujours visible. C'est ce qu'on appelle le menu sticky, qui reste toujours visible pour constamment conserver la navigation, hein, présente, peu importe où on est sur la page. Et ici, on le voit, on a un petit bandeau, là, un indicateur, un curseur qui se déplace pour nous dire à quel niveau on est sur la page par rapport à la longueur de la page. Ça fonctionne sur les produits, mais également sur les articles. Autre point avec ce type de menu, ça c'est quelque chose, une logique marketing, c'est que tu as toujours l'identité de marque dans le visuel, Voilà. dans le champ visuel à Toujours le gauche. logo visible, exactement, tout à fait. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a laissé également, quand on est sur un WooCommerce, automatiquement, on a cette top bar qui se rajoute, où on a la baseline qui vient également, qui reste toujours visible, où là, on doit clairement décrire ce que propose la boutique. Le numéro de téléphone toujours visible et cliquable également. Et avec, on l'a mis en plus petit, mais le compte et le panier qui sont présents en haut, plus discrets, pour conserver principalement la navigation. Tout à fait. C'est ce qui est très bien de l'avoir positionné ainsi, c'est que du coup, on ne perturbe pas la navigation. Donc c'est un très très bon positionnement. Après, donc là, je vais repasser sur. On a la page actualité. Donc, la page actualité, on l'a déjà vu. On est sur un blog mode. On voit les titres qui sont les polices utilisées, qui sont plus en adéquation avec la thématique, du coup, hein. Donc, c'est un petit peu plus, on va dire, girly, avec des formes, des arrondis, etc. Mhm. Tout à fait. Encore une fois de plus, adapter la police d'écriture par rapport à ce qu'on veut communiquer, par rapport à l'audience. Il faut que les personnes s'identifient, se retrouvent dedans. Les catégories du blog, on l'a déjà vu également, mais pareil, donc qui se calquent aux produits et aux étiquettes, etc. Là, ici, on voit, c'est une option que tu nous as fait rajouter, où on peut cocher pour avoir le dernier article qui vient prendre 2 emplacements. On le voit ici. Donc ça, c'est quelque chose que tu nous as fait rajouter. C'est une option. On peut l'afficher ou pas. Ou on peut avoir 3 blocs par ligne sur la première ligne, ou le premier qui sera un peu plus mis en avant avec plus de contenu dessus. C'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir jouer sur la science, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on veut donner la priorité attentionnelle. Lorsqu'on se retrouve avec plusieurs blocs d'informations, c'est parfois difficile de pouvoir en mettre un plus en avant que l'autre, où on veut mettre l'accent dessus. Là, avec cette composition, vu que ça va prendre plus d'espace, eh bien évidemment, l'attention va plus facilement se porter dessus. Donc, ça permet de pouvoir jouer avec cette priorisation de l'attention. Là, je passe sur un article de blog. Là, donc on voit la différence. Donc là, on a une autre possibilité. Tout à l'heure, on a vu que le titre était présent dessous et la catégorie également. Donc là, on peut sélectionner dans la hauteur du visuel. Et ici, on voit que le titre est en surimpression dessus. Alors, c'est la présentation que je préfère, moi, de mon côté. Ça surcharge un petit peu moins la page. Et on a quelque chose qui est assez sympathique, assez léger. Il y a une légère transparence sur le blanc. Mhm. C'est toi qui nous l'as fait rajouter aussi pour Tout à que fait. ce soit un petit peu plus transparent. Complètement. L'idée, c'est d'éviter d'être trop en mode bloc. Jouer une petite transparence va alléger en fait le bloc. Le cerveau va quand même identifier bien évidemment le bloc, il va pouvoir avoir la priorité. Le texte va bien être en contraste par rapport à l'image, mais pour gagner un peu en légèreté, on joue une légère transparence derrière.
Et ici, on voit donc les titres H2 sont en reste en noir, mais avec une petite puce qui reprend la couleur du thème. Et les titres H3 vont être plus petits et vont reprendre la couleur, justement, pour bien segmenter. Souvent, c'est le problème qu'on a sur certains sites. On n'arrive pas à différencier les différents H2, H3 présents dessus. Et du coup, c'est ce qui va donner, comment dire, la chronologie de lecture. Et souvent, ça Structure. pose problème. Et ça, alors, je crois qu'on peut le voir, si je viens dans mise en page, on peut le voir ici où on voit donc, voilà, donc là on est sur un paragraphe en pleine largeur. On se rend compte que c'est illisible, c'est tellement large. Donc, sur toutes les pages, on peut réduire la largeur des pages. On peut utiliser une page en pleine largeur ou la réduire, c'est ce qu'on a vu. Là, on est sur la page de démonstration de tout ce qui est possible de mettre en place. Donc, c'est volontaire de l'avoir mis en pleine largeur. Et ici, on a justement les titres H1, le titre H2, le titre H3, les H4, etc., qui sont plus petits, la couleur des liens, et on voit également les shortcodes que l'on propose, les listes à puces, les listes ordonnées, les citations, où on a voulu les mettre sur un fond coloré, et les textes préformatés. C'est ça, c'est très important en fait ces histoires de balises, enfin les H1, les H2, les H3, les H4, etc. Parce que c'est ce qui va nous permettre, encore une fois de plus, toujours pareil, c'est notre cerveau, comment est-ce qu'il structure l'information qu'il est en train de percevoir. Et il faut que ces éléments-là soient contrastants, il faut bien qu'on puisse les identifier, mais souvent ce que je vois dans beaucoup de sites, c'est que c'est beaucoup trop. Alors soit c'est pas assez contrastant et on a du mal à structurer, ou alors c'est poussé à l'extrême, et donc du coup on a du mal à trouver la continuité. Donc là, tout le jeu était d'avoir une finesse, une subtilité dans les contrastes, que le tout reste lié, mais en même temps bien structurant. Et là, je pense qu'on a vraiment le bon équilibre. Ok, super. Les étiquettes, même chose, étiquette, ça reprend la mise en page des catégories avec également le texte présent dessous pour le SEO. Pas grand-chose à dire de plus. Les auteurs, alors les pages auteurs, souvent sur les blogs, sont des pages qui sont peu pertinentes parce qu'elles vont reprendre tous les articles d'un auteur et cela peut être du contenu dupliqué ou des pages pauvres en contenu. Donc là, ici, on a voulu nous intégrer donc, la photo de l'auteur qui est reprise automatiquement sur son profil dans WordPress. Le prénom, nom ou nom de prénom qui veut afficher ou le pseudo qui veut afficher. Et également, on a, ouais, ici je vois qu'il y a un petit souci, il faut que je fasse augmenter les marges. On a les marges qui sont venues se coller au texte ici et dessous, donc il faut que je vois avec Jorel le développeur pour lui faire modifier ça, je me rends compte que maintenant. Mais on a un texte donc du coup qui est unique. L'auteur peut mettre un texte unique pour se présenter et on a dessous tous ces articles qui seront présents, peu importe les catégories. On voit que voilà, tous ces articles, toutes catégories confondues, seront présents sur cette page-là. Exactement. Et là, pour le coup, on a une structure qui fonctionne bien. Et c'est intéressant avec les pages auteurs, c'est que du coup, les gens peuvent projeter qui a écrit. Et du coup, on perçoit le texte différemment. Les résultats de recherche aussi, on l'avait un petit peu travaillé, où on avait, voilà, je fais une recherche, je cherche, je tape, je vais dans la recherche, je cherche chemise, chemise. Ah oui, ça aussi, on peut en parler aussi. Cette pop-up de recherche. Au début, je crois qu'on avait mis quelque chose que quand on cliquait, on avait un bloc qui s'ouvrait dessous et tu nous as dit, hop, 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 ça ne me va pas ça. Tu nous l'as fait modifier pour justement afficher cette pop-up-là qui vient foncer donc la page derrière. Tu nous as fait rajouter le logo pour reprendre l'identité visuelle. Complètement. Et, C'est important de bien segmenter ça. Souvent, la partie recherche est quelque chose un peu qu'on essaye un peu de planquer parce qu'en termes de navigation, ça sort un peu du cadre, ça déstructure. Non, là pour le coup, on le joue vraiment. On fait une recherche. La personne est en train de faire une recherche, donc elle va cliquer sur le bouton. Elle a effectivement le logo qui vient réimprégner la marque. On tape notre recherche, on relance et hop, la personne va avoir les résultats directement. Et ça évite et on d'avoir a une les, sensation un peu de bricolage. Là, on a quelque chose qui est clairement euh, Et là, du coup, on a organisé donc la recherche, c'est-à-dire on a en premier les produits associés à ce que l'on cherche, et après on a également les articles de blog. C'est-à-dire alors que WordPress par défaut va tout nous mélanger. Donc on a voulu réorganiser ça avec les produits en premier, parce que bien sûr on cherche à vendre, principalement avec une boutique, on va afficher les produits en premier, les articles derrière et éventuellement les pages. Donc là ici on voit des pages qui n'ont pas d'image à la une, celle-ci en a une. Donc automatiquement voilà, on peut voir que les pages qui sont également positionnées avec comment dire, ce terme-là pour la recherche. Au niveau des différentes mises en page,
Donc ici, on a une mise en page donc avec donc la barre latérale, c'est la mise en page par défaut dans WordPress, où on a donc la zone principale qui est à gauche et les widgets qui sont à droite dans la barre latérale. On a la même chose, mais avec une image en avant, c'est-à-dire sur les pages de WordPress, on a voulu conserver la même mise en page que les articles. Par défaut, ce n'est pas forcément proposé sur tous les thèmes WordPress, mais on a voulu, voilà, j'ai une page, par exemple, mention légale ou conditions générales de vente, ben, je peux la rendre un petit peu plus esthétique en venant rajouter une image à la une et le titre qui se rajoute en surimpression dessus. Très important, l'esthétique par l'image. Le cerveau projette beaucoup plus facilement dans une image que dans du texte. Même si le titre est accrocheur, le traitement et l'implication de l'internaute dans une image est beaucoup plus forte. Ici, on a donc, on est sur une page sans barre latérale, mais qui a été réduite. On voit qu'on est en largeur réduite. Elle est réduite au niveau des deux côtés. Mhm. Et là, la même en pleine largeur. Et là, c'est là qu'on se rend compte que c'est effectivement, là, c'est difficile à lire, hein, clairement. Hein. Quand on est comme ça. Et après, ici, on est donc sur une page qui a été construite avec Elementor. Donc là, je sélectionne le modèle de page Builder qu'on a intégré au thème. Et ici, ben, je viens renseigner mon titre H1. On ne prend pas celui qui est dans WordPress. Et là, on a créé voilà, une page avec un builder où on est en pleine largeur, c'est-à-dire on a vraiment les zones de couleurs qui vont jusqu'au bout, qui ne sont pas forcément tronquées au niveau du gabarit du thème. Et on peut faire des mises en page assez sympathiques, comme on a pu le voir sur la page d'accueil. Mais je le répète, attention à ne pas trop utiliser les builders de page. Voilà. Et la dernière page à présenter, c'est la page des erreurs 404. Quand un internaute arrive sur le site et que le lien n'est plus bon, que la page ne répond pas, ou que parce qu'elle n'existe plus, ou s'est trompé dans l'URL ou autre, ben voilà, là, on peut venir personnaliser le message. On peut mettre erreur 404 ou autre chose, et on peut mettre un petit texte si besoin, si on a quelque chose à dire, etc. Et après, on va reproposer automatiquement ou les derniers produits qui ont été ajoutés ou les derniers articles pour ne pas les laisser simplement sur une page en erreur sans aucune interaction après à faire derrière. Complètement. En fait, c'est une utilisation intelligente finalement de l'erreur 404. Généralement, ça amène les gens, il faut imaginer quand ils arrivent dans une erreur 404, la plupart des sites, c'est comme s'ils arrivaient dans une impasse. Et bien là, pour le coup, c'est comme s'il y avait une impasse, mais autant de portes pour pouvoir se rediriger plus rapidement dans ce qu'on recherche. C'est vraiment important d'utiliser ce contexte-là et cet environnement-là. Ouais, mais je crois qu'on a fait le tour de tout. Mhm. Peut-être la seule chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que si je reviens sur la live démo, par exemple, si je viens sur celle-ci avec Gutenberg, tu nous avais fait intégrer également un bouton, c'est-à-dire pour mettre une action en évidence. Mhm. Ça peut être le téléphone, ça peut être le contact, ça peut être une demande de devis, ça peut être télécharger un guide. Voilà, donc le dernier élément du menu peut être mis en forme et du coup être un peu plus en évidence que le reste. Ouais. Tout à fait, c'est important d'avoir des boutons call to action et de bien faire attention effectivement à chaque fois qu'il y a une cohérence dans les couleurs des call to action, qu'on ne se retrouve pas avec les call to action, hein, c'est les appels à l'action lorsqu'on veut déclencher un comportement, que la personne puisse rapidement identifier la nature du comportement qu'elle va pouvoir faire en appuyant sur ce bouton-là et où est-ce qu'il est présent à l'affichage. Il faut qu'il attire l'attention. Euh, Parfois, ça peut arriver qu'on puisse voir sur des sites que les call to action soient de plusieurs couleurs. Le cerveau a du mal à comprendre ça. Ça va traiter de façon trop importante. Ici, au moins, tout est en harmonie, tout est cohérent. Ouais, et puis donc là, on a la recherche qui est ici. On peut également ajouter les réseaux sociaux qui peuvent être présents à droite de la recherche et qu'on peut retrouver également en bas, également ici. Donc c'est au choix. Hein. On peut les afficher ou en haut ou en bas ou pas du tout. Voilà, mais je crois qu'on a fait le tour Mhm. complet de ce qui a été mis en place sur SEO Mag. Merci beaucoup hein, pour ton aide. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup de bons retours par rapport à ça. Il faut savoir que la mise à jour de Google qui arrive, bon, c'est pas forcément que sur desktop. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Là, depuis tout à l'heure, on présente la version desktop du thème. Mais il faut savoir que ça fonctionne également sur mobile. Il y a eu un travail également qui a été fait sur mobile pour avoir un affichage qui soit également cohérent. La mise à jour Google, c'est les performances, chargement des pages qui doivent être assez rapides, l'ergonomie sur toute taille d'écran
écran et tout appareil. L'accessibilité également, hein, le site doit être accessible à tous. Hein. On doit intégrer les liens descriptifs, les textes alternatifs, etc. Utiliser les dernières technologies. Google est capable de voir si le site est sur des technologies pointues ou un petit peu archaïques, et limiter tout ce qui est également intrusif. Donc attention à tout ce qui est pop-up, etc., tout ce qui pourrait venir dégrader la navigation et l'expérience des utilisateurs. On le voit clairement, Google est capable d'identifier si un site est pollué de bannières de pop-up, et ça va pénaliser automatiquement vos utilisateurs, et Google va en tenir compte. Oui, Google et les internautes. Parce que les Tout à fait, internautes eux-mêmes, clairement. ça perturbe énormément. Justement, on travaille en profondeur pour bien gérer les facteurs de priorisation de l'attention, c'est-à-dire quels sont les éléments et comment on va se diriger l'attention de l'internaute sur une page pour qu'on arrive effectivement à la finalité. Et tous ces éléments-là polluent la saillance attentionnelle, polluent la chronologie et ça complexifie méchamment les choses et rarement au profit ni de l'internaute, ni de la personne qui a créé le site internet. Donc à utiliser avec minutie. En tout cas, ça a Ok. été un grand plaisir de travailler ensemble Merci à toi. là-dessus. C'est un pur Merci à bonheur de voir toi. le résultat. Et Et puis plaisir d'en faire d'autres. tous ceux qui ont, alors je t'ai fait travailler également sur des projets clients où tu les as aidés sur des PrestaShop ou autres, WooCommerce, etc. Donc voilà, si vous avez des questions sur l'ergonomie de votre site, le travail que l'on peut faire pour améliorer vraiment donc l'expérience de l'utilisateur, n'hésitez pas à contacter Guillaume. Il pourra vous accompagner comme il a fait pour moi sur ce produit-là, qui est un produit que je vends, que je mets à disposition, mais également il a fait aussi pour des comme Semjus, hein, ou d'autres sites clients, où clairement, il a vraiment changé la façon dont les clients perçoivent le site, et c'est très important en termes de conversion, de vente et également de SEO. Hein. L'UX fait partie du référencement aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, à bientôt.